Bonjour et bienvenue dans cette 22e vidéo de la série Python spécial Machine Learning. Aujourd'hui, nous allons parler de Data Preprocessing. Pour être tout à fait franc avec vous, si vous ne maîtrisez pas ce sujet, alors vous ne serez jamais un bon data scientist. Tout simplement parce que le Data Preprocessing est l'une des étapes les plus importantes pour développer des modèles avec de bonnes performances. Donc, dans cette vidéo, on va commencer par voir ce qu'est le Data Preprocessing. Je vous montrerai les différentes techniques à connaître, puis nous verrons comment les mettre en place avec scikit-learn et comment construire une chaîne de transformation avec la classe pipeline de scikit-learn. Allez, c'est parti! Comme vous le savez, les algorithmes de machine learning apprennent à partir des données qui leur sont fournies. Par conséquent, si ces données sont de mauvaise qualité, qu'elles sont erronées, incomplètes, redondantes, alors l'algorithme qui en résulte sera lui-même assez mauvais, puisqu'il est censé refléter ce qu'il voit dans les données. C'est pour cette raison qu'il est impératif de bien préparer nos données avant leur passage dans la machine. Il faut les nettoyer, les filtrer, les normaliser, et c'est cette étape qu'on appelle le preprocessing, ou en français, le pré-traitement des données. Parmi les opérations de preprocessing les plus importantes, on trouve l'encodage, qui consiste à convertir les données qualitatives en valeurs numériques, la normalisation, qui permet de mettre sur une même échelle toutes les variables quantitatives, ce qui facilite beaucoup l'apprentissage de la machine, l'imputation, qui permet de remplacer les données manquantes par certaines valeurs statistiques, la sélection de variables, qui utilise des tests statistiques comme le test de Ki2 pour sélectionner les variables les plus utiles au développement d'un modèle, et l'extraction de caractéristiques, qui consiste à générer de nouvelles variables à partir d'informations cachées dans le dataset. Pour effectuer toutes ces opérations, scikit-learn ont développé différents modules. Un module de preprocessing, qui permet d'effectuer des transformations d'encodage, de normalisation et quelques autres opérations que nous verrons dans cette vidéo, un module input pour les opérations d'imputation, un module feature selection et pour finir, un module feature extraction. Dans cette vidéo, on va se concentrer exclusivement sur le module preprocessing parce qu'il contient les opérations les plus importantes à connaître en machine learning. Mais ne vous en faites pas, on verra le contenu des autres modules dans une prochaine vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas la louper. Allez, c'est parti pour le module preprocessing. Dans le module preprocessing de scikit-learn, on retrouve deux choses. D'un côté, on a des classes appelées transformers ou transformateurs en français, qu'on peut facilement repérer puisqu'elles commencent toutes par une majuscule. Et d'un autre côté, on a de simples routines ou fonctions mathématiques. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont ces transformers, parce qu'ils offrent une interface de programmation extrêmement utile pour faire du preprocessing. En effet, leur interface permet de traiter l'ensemble de nos données de façon cohérente en transformant toutes données futures de la même manière qu'ont été transformées les données qui ont servi à l'entraînement de la machine. Cela permet au modèle de machine learning qui vient après le transformer de bien fonctionner car il reçoit toujours des données cohérentes avec ce qu'il a appris. Alors pour transformer ces données de façon cohérente, les transformers disposent de deux méthodes. Une méthode fit qui permet de développer une fonction de transformation en analysant les données du train set, ainsi qu'une méthode transform qui permet d'appliquer cette fonction de transformation sur toutes les données qu'on lui fournit, c'est-à-dire aussi bien les données du train set que les données du test set ou bien les données futures. Pour faire d'une pierre deux coups, il existe une troisième méthode appelée fit transform qui combine la méthode fit avec la méthode transform. Donc, dans la pratique, quand on désire développer un modèle de machine learning, on commence par diviser notre dataset en deux parties, un train set et un test set. Avec les données du train set, nous développons une fonction de transformation, ce qui permet de traiter nos données
pour ensuite entraîner un estimateur. Une fois cette étape terminée, nous pouvons utiliser le transformer et l'estimateur tels qu'ils ont été développés pour transformer les données du testset, puis faire de nouvelles prédictions. En combinant ainsi un transformer avec un estimateur, nous obtenons une pipeline, c'est-à-dire une chaîne de transformation. Je vais vous en parler un peu plus tard dans cette vidéo, mais en attendant, je vous propose d'entrer dans la pratique et de découvrir les différents transformers du module Preprocessing. Pour commencer, nous allons voir ensemble les transformers d'encodage. Quand on développe un modèle de machine learning ou de deep learning, il est nécessaire de présenter à la machine des valeurs numériques avec lesquelles elle puisse faire des calculs. Par conséquent, si notre dataset contient des données qualitatives sous forme de mots, alors il est indispensable de convertir ces données en valeurs numériques, et c'est ça ce qu'on appelle l'encodage. Dans scikit-learn, il existe 5 transformers d'encodage. Label encoder, label binarizer, multilabel binarizer, ordinal encoder et one-hot encoder. Ces transformers permettent d'effectuer 2 types d'encodage, à savoir l'encodage ordinal et l'encodage one-hot. L'encodage ordinal consiste tout simplement à associer chaque catégorie d'une variable à une valeur décimale unique. Par exemple, la catégorie chat est associée à 0, la catégorie chien à 1, oiseau à 2, etc., etc. Pour ça, on dispose des transformers label encoder et ordinal encoder. Le transformer label encoder a été conçu spécialement pour encoder la variable y. C'est-à-dire qu'en principe, ce transformer ne permet que de traiter une seule colonne. Pour s'en servir, il faut commencer par créer un objet de la classe label encoder, puis cet encodeur, il va falloir le développer grâce à la méthode fit, dans laquelle on va faire passer notre tableau y. Cela retourne donc une fonction de transformation. À ce stade, on peut donc utiliser notre transformer pour traiter nos données avec la méthode transform. Et donc on obtient 0, 1, 0, 2. Comme on l'a vu tout à l'heure, pour aller plus vite, on peut également utiliser la méthode fit transform. À présent, pour certains transformers, dont le transformer label encoder, il existe une méthode inverse transform qui permet d'appliquer la transformation dans le sens inverse. C'est-à-dire, dans ce cas, que ça nous permet de décoder nos données. Donc par exemple, si on a entraîné un modèle de machine learning à identifier des animaux, chat, chien, oiseau, mais que ce modèle nous donne des valeurs numériques, 0, 1, 2, et que nous, on ne sait pas vraiment ce que c'est 0, 1 ou 2, donc on a besoin de savoir à quoi ça correspond. Eh bien, on va utiliser notre encodeur avec la méthode inverse transform, dans lequel on pourra faire passer par exemple un tableau NumPy qui va contenir par exemple 0,0,2,2. Et ça va nous retourner chat, chat, oiseau, oiseau. Voilà pour le transformer label encoder. À présent, si on désire encoder un tableau qui contient plusieurs variables, le transformer qu'on vient d'utiliser, label encoder, ne va pas fonctionner. Démonstration, si on crée un objet label encoder et qu'on veut utiliser fit transform sur le tableau X, ça va nous retourner une erreur qui nous indique que les dimensions ne sont pas adaptées à cette fonction. Donc à la place d'utiliser label encoder, il faut ici utiliser le transformer ordinal encoder, qui fait exactement la même chose que label encoder, sauf qu'il est conçu pour traiter les données X, c'est-à-dire plusieurs variables à la fois. Donc ici le principe est le même, on va simplement remplacer a label encoder par ordinal encoder, et cette fois-ci, on obtient le résultat suivant. Bon, maintenant, l'inconvénient avec cette technique d'encodage, c'est que d'un point de vue arithmétique, ça reviendrait ici à dire qu'un chat, c'est inférieur à un chien, et qu'un chien, c'est inférieur à un oiseau. Et bien sûr, dire ce genre de choses, ça n'a absolument aucun sens, car ces catégories n'ont rien d'ordinal.
Cela risque donc de pénaliser la plupart des modèles de machine learning, à l'exception des modèles qui sont basés sur les arbres de décision, car ceux-là ne sont pas sensibles aux relations d'ordre dans les données qu'on leur présente. Donc, pour éviter ça, il existe un autre type d'encodage, l'encodage one-hot. Avec cette technique, chaque catégorie ou classe est représentée de façon binaire dans une colonne qui lui est propre. On décompose ainsi la variable initiale en plusieurs sous-variables, créant donc autant de colonnes que l'on a de catégories ou de classes dans cette variable. De cette manière, les algorithmes de machine learning ne peuvent plus comparer les valeurs chat, chien et oiseau sur un seul et même axe, car ces catégories sont désormais séparées en plusieurs dimensions. Alors pour faire ça dans scikit-learn, on dispose de 3 transformers. Le transformer Label Binarizer, Multi-Label Binarizer et One-Hot Encoder. Démonstration, si cette fois-ci nous créons un objet Label Binarizer et que nous utilisons donc la méthode FitTransform pour traiter nos données Y, on obtient le tableau suivant. Maintenant, beaucoup de gens pensent que l'encodage One-Hot présente lui aussi un inconvénient. En effet, dans le cas où nous avons un très grand nombre de catégories, par exemple plusieurs centaines de villes dans un dataset d'immobilier, alors le résultat de l'encodage One-Hot va nous donner un tableau extrêmement large et difficile à manipuler. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment un problème, parce que ce tableau, bien qu'il soit très large, ne va pas peser très lourd sur la mémoire de notre ordinateur. La raison à cela est que nous sommes ici en présence d'une matrice creuse, en anglais sparse matrix, c'est-à-dire une matrice qui est remplie en grande majorité de nombres zéros. Celle-ci peut donc être présentée dans un format très léger dans lequel le chiffre 0 n'est tout simplement pas stocké dans la mémoire de l'ordinateur, puisqu'il ne sert à rien. Par exemple, si nous avons la matrice 5 par 5 suivante, nous pouvons stocker cette matrice dans 3 tableaux plus petits. Un tableau pour enregistrer les valeurs non nulles, c'est-à-dire A, B et C, un tableau pour enregistrer les lignes de ces valeurs, et un tableau pour enregistrer les colonnes de ces valeurs. Par exemple, A est à la ligne 0 et à la colonne 0, B quant à lui est à la ligne 1, colonne 2, et la valeur C est à la ligne 3, colonne 4, donc on écrit 3, 4. Au final, on a pu stocker cette matrice dans 3 tableaux qui contiennent 3 valeurs. C'est un peu l'équivalent d'avoir une matrice 3 par 3 qui stocke le contenu d'une matrice 5 par 5. Ce format de stockage est appelé le format coordinate ou COO. Ce n'est pas le format qui va être utilisé dans scikit-learn, parce que celui qui est utilisé dans scikit-learn, c'est le format CSR pour Compressed Sparse Raw. C'est un format un petit peu plus compressé, mais qui ressemble beaucoup à celui-là. Ainsi, quand vous effectuez un encodage one-hot avec scikit-learn, vous avez l'option de choisir si votre résultat doit être compressé ou non. Pour ça, tout ce qu'on a à faire dans la fonction ou dans la classe label binarizer, c'est d'écrire sparse output égale, par exemple, true. Auquel cas, on obtient donc une matrice 4 par 3 qui a été compressée en tant que compressed spare row, comme je vous le disais, donc le format CSR. Et pour le transformer one-hot encoder, c'est même le choix par défaut, puisque en principe, si vous effectuez une opération d'encodage one-hot sur toutes vos variables x, vous allez vous retrouver avec un tableau très très large. Donc scikit-learn, de base, décide de compresser votre résultat avec un format CSR. Donc on peut le voir, si on fait fit transform de notre tableau x, on obtient par défaut une matrice qui est compressée en CSR. Voilà, c'est tout pour les encodeurs, mais avant de passer à la suite de cette vidéo, j'ai une remarque importante à faire. Aujourd'hui, dans la version 0.22 de scikit-learn, ces transformers ne sont pas capables de gérer l'apparition de nouvelles catégories dans vos données. C'est-à-dire qu'ils retournent une erreur quand ils sont confrontés à une catégorie qu'ils n'ont jamais vue dans le train set.
En principe, si on travaille proprement, ce genre d'erreur ne doit pas arriver. Mais bon, on ne sait jamais, en data science, on est souvent amené à s'adapter aux problèmes sur lesquels on travaille. C'est pourquoi pas mal de data scientists préfèrent créer leur propre fonction d'encodage plutôt que de dépendre des fonctions de scikit-learn. Néanmoins, les transformers qu'on vient de voir sont extrêmement utiles et beaucoup de gens les utilisent malgré ce petit défaut qui peut-être un jour sera corrigé. Voilà donc ce que vous devez retenir sur l'encodage avec scikit-learn. À présent, je vais vous parler d'une autre opération essentielle en machine learning et en data science, peut-être même la plus importante, la normalisation. En data science, il est indispensable de normaliser nos données quantitatives, c'est-à-dire les mettre toutes sur une même échelle. Cela facilite considérablement l'apprentissage des modèles de machine learning qui sont basés sur la descente de gradient, les calculs de distance ou les calculs de variance. Par exemple, dans le cas d'une descente de gradient, lorsqu'une variable prend le dessus sur une autre, alors il devient plus difficile pour la fonction coût de converger vers son minimum. C'est pourquoi il est très important de normaliser nos données avant leur passage dans la machine. Pour ça, il existe beaucoup de techniques de normalisation. Et ensemble, nous allons voir les trois plus connues, à savoir la normalisation min-max, la standardisation, ainsi que le transformer robust scaler de scikit-learn. La normalisation min-max consiste à transformer chaque variable de telle sorte à ce que ces valeurs soient toutes comprises entre 0 et 1. Pour ça, on soustrait chaque valeur d'une variable au minimum de cette variable, puis on soustrait par l'écart entre le maximum de la variable et le minimum de la variable. Par exemple, si on a les valeurs suivantes, 70, 80, 120, des valeurs qui pourraient par exemple être des surfaces d'appartements. Alors, en créant tout simplement un scaler de la classe min-max-scaler, on va obtenir les résultats suivants. Donc 0, 0,2 et 1. Alors, vous allez vous dire, mais c'est bizarre, si on déforme ainsi nos données, ça veut plus rien dire, notre modèle va rien comprendre, on perd de l'information sur nos véritables surfaces. Eh bien, en réalité, non, on ne perd aucune information, car les normalisations ont conservé les rapports de distance qu'il y avait dans nos données. C'est-à-dire que l'écart qu'il y a entre 0 et 0,2 est complètement équivalent à l'écart qu'il y a entre 70 et 80. Donc pour notre machine, ça ne change absolument rien. Bien sûr, quand on voudra utiliser notre modèle sur de nouvelles données, par exemple sur un appartement de 90 mètres carrés, alors il faudra normaliser ces données en y appliquant la même transformation. C'est-à-dire que dans la méthode transform de notre scaler, on va en réalité trouver le calcul suivant. Pour être honnête avec vous, si vous avez compris ça, si vous comprenez ce calcul, alors vous avez tout compris au concept de transformer et vous avez tout compris à cette vidéo. Sinon, si vous avez un doute, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je ferai de mon mieux pour que tout le monde comprenne bien ça parce que c'est fondamental. Bref, revenons à notre code. Pour bien visualiser l'effet de la normalisation min-max, je vous propose de charger le dataset des fleurs d'iris. Donc vous connaissez déjà ce dataset, il nous donne le nuage de points suivant. Donc si on voulait normaliser nos données, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire x min max, qui est égal à donc le minimax scaler qu'on va entraîner sur nos données x. Et donc, après normalisation, on obtient le résultat suivant. Donc on a les données originelles qui sont ici, on a les données qui ont été transformées qui sont là, et on peut voir que toutes nos données sont à chaque fois entre 0 et 1. À présent, une autre technique de normalisation très utilisée en data science, c'est la standardisation. Cette technique consiste à transformer nos données de telle sorte à ce que chaque variable ait une moyenne égale à 0 et un écart type égal à 1. Pour ça, il faut soustraire chaque valeur à la moyenne initiale de notre variable et diviser le tout par l'écart type initial
de notre variable. On obtient ainsi des données très simples à utiliser pour la plupart des modèles statistiques comme les support vector machines ou bien les décompositions Principal Component Analysis. Donc si on reprend l'exemple précédent avec les données 70, 80, 120, en remplaçant min-max scaler par un standard scaler, on obtient moins 0,92, moins 0,46 et 1,38. À présent, si on compare cette technique avec celle qu'on a vue auparavant sur le dataset des fleurs d'iris, alors on obtient un résultat qui ressemble à ceci. Donc nos données ne sont pas aussi écrasées que ce qu'on pouvait avoir avec Minimax. On a une moyenne de toutes nos données qui est égale à 0, et on a un écart type pour chaque variable qui est égal à 1. Ces deux techniques sont très bien, on les utilise très souvent en machine learning. Néanmoins, ces deux techniques ont un gros inconvénient, c'est qu'elles sont sensibles aux valeurs aberrantes qu'il pourrait y avoir dans nos données, c'est-à-dire les outliers. Pour vous montrer ça, si on rajoute quelques valeurs aberrantes à la fin de notre dataset, disons 10 valeurs qui sont tous aux alentours des 100, alors on obtient le nuage de points suivant, donc on pourrait se dire « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, c'est juste que ici, il y a mes valeurs aberrantes, et ici, si je zoome, on va retrouver le dataset des fleurs d'iris. Voilà, donc ça c'est ce qu'on est censé avoir, et ce qu'on a ici là-haut, ce sont nos valeurs aberrantes. Eh bien, si nous effectuons une normalisation en prenant en compte ces valeurs aberrantes, on va se retrouver avec le résultat suivant. Les données qui ont subi la normalisation min-max, ici en orange, et qui sont donc censées être toutes comprises entre 0 et 1, se retrouvent écrasées par la présence des outliers. Cela les rend donc vraiment très difficiles à exploiter pour créer un modèle de machine learning. Et on peut voir qu'on a exactement le même problème pour les données qui ont subi la standardisation. Celles-ci sont devenues très difficiles à exploiter car elles se retrouvent extrêmement compressées pour obtenir une moyenne égale à 0 et un écart type égal à 1 en considérant les outliers ici présents. Conclusion, ces deux techniques de normalisation ne sont pas efficaces lorsque nous avons des valeurs aberrantes dans un dataset. Heureusement, dans cette situation, nous pouvons faire appel à un transformer très peu sensible aux outliers, le Robust Scaler. Contrairement à la standardisation, ici, on ne soustrait pas nos données à la moyenne de chaque variable. À la place, on soustrait nos données à la médiane de chaque variable. Or, vous le savez, la médiane est beaucoup moins sensible aux outliers que peut l'être une moyenne. Ensuite, au lieu de diviser par un écart type, on va diviser par l'interquartile de nos données. C'est-à-dire qu'on divise par l'écart qu'il y a dans nos données entre le troisième quartile et le premier quartile. Donc, si on utilise ce Robust Scaler pour transformer nos données, en écrivant robustscaler.fit transform de x, alors on obtient des données qui sont bien plus faciles à exploiter que tout à l'heure. Le Robust Scaler a donc permis d'effectuer une normalisation de nos données originelles, sans pour autant déformer nos données à cause de certains outliers qu'il pourrait y avoir. Donc voilà pour les transformers de normalisation présents dans scikit-learn. Comme vous pouvez le voir, il en existe quelques autres, notamment un transformer appelé normalizer, mais attention, celui-ci a la particularité de normaliser les lignes de votre dataset et non pas les colonnes. Sans entrer dans les détails, c'est une opération qui peut être utile si vous faites du Natural Language Processing, mais je ne vous conseille pas d'utiliser ce transformer si vous débutez en data science ou en machine learning. À présent, je vais rapidement passer en revue les autres transformers qu'on trouve dans le module Pre-Processing. Tout d'abord, nous avons Polynomial Features, qui est très utile pour créer des variables polynomiales à partir de nos variables existantes. C'est ce qu'on appelle faire du feature engineering, et ça permet de développer des modèles de machine learning plus riches et plus sophistiqués. Par exemple, si nous désirons développer un modèle polynomial de degré 2 à partir d'une seule variable x, le transformer Polynomial Features
va alors créer une colonne de billets égale à 1, une colonne x et une colonne x au carré, ce qui permettra à notre machine de trouver les paramètres a, b et c d'un modèle polynomial f de x égale ax carré plus bx plus c. On peut ainsi développer des modèles bien plus sophistiqués. Par exemple, j'ai ici le nuage de points suivant, et en développant un modèle de régression linéaire, le résultat qu'on obtient n'est pas très satisfaisant. Mais si je crée de nouvelles variables polynomiales à partir de mes variables existantes, en créant par exemple un degré 3, et que j'utilise ces variables dans mon solveur linéaire, alors le résultat que je vais obtenir est beaucoup plus satisfaisant. Maintenant, dans le cas où nous disposons de plusieurs variables, le transformer polynomial features va créer toutes les combinaisons de variables possibles pour créer un polynôme. Donc sur un vrai dataset, ça peut être utile, par exemple pour combiner ensemble la surface d'un appartement avec le nombre de pièces qu'il y a dans cet appartement. Le fait de créer ainsi une nouvelle variable va parfois vous permettre de développer des modèles plus performants. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier de normaliser vos données après avoir utilisé Polynomial Features. Voilà donc pour le transformer Polynomial Features. Un autre type d'opération qu'on retrouve dans scikit-learn sont les opérations de transformation non linéaire comme Power Transform ou Quantile Transform. Ces deux transformers permettent de traiter nos données pour leur accorder une distribution plus normale ou gaussienne, ce qui facilite encore une fois l'apprentissage d'un certain nombre de modèles de machine learning. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on touche ici à des notions mathématiques qui vont un peu au-delà de cette vidéo, mais je ne manquerai pas de le faire dans une autre vidéo qui sera un peu plus orientée vers les maths. Ensuite, nous avons des transformers qui permettent de faire des opérations de discrétisation, c'est-à-dire découper une variable continue en plusieurs parties. Ce type d'opération peut être très utile pour créer automatiquement des catégories dans une variable, comme par exemple différentes catégories d'âge dans une variable qui comprend différents âges. Pour ça, il existe deux transformers. Le plus simple, c'est Binarizer, qui permet de diviser une variable en deux catégories selon un seuil que vous définissez dans le transformer. Par exemple, j'ai ici une variable x qui va de 0 jusqu'à 5, et je peux utiliser Binarizer en disant qu'on va définir le seuil égal à 3, et tout ce qui sera inférieur à 3 sera converti en 0, et tout ce qui sera supérieur à 3 sera converti en 1. Voilà, le concept est très simple. L'autre transformer de discrétisation, c'est K-Beans Discretizer. Celui-ci permet de faire exactement la même chose, mais en découpant notre variable en plus que deux catégories. Voilà donc pour les opérations de discrétisation. Et pour finir, dans le module de preprocessing, vous pouvez voir un dernier transformer. Celui-là est en fait un transformer personnalisable. Vous pouvez rentrer n'importe quelle fonction à l'intérieur et ça va vous retourner une fonction de transformation. Voilà, vous connaissez à présent tous les transformers du module preprocessing de scikit-learn. Si vous débutez en machine learning, je vous conseille de retenir Label Encoder et One-Hot Encoder pour les opérations d'encodage, Min-Max Scaler et Standard Scaler pour les opérations de normalisation, et éventuellement Polynomial Features, parce qu'il peut être sympa. Bon, maintenant que vous connaissez tous ces transformers, il est temps de voir comment les combiner avec des estimateurs pour créer des modèles de machine learning vraiment performants. Pour ça, nous allons utiliser une des classes les plus importantes de tout scikit-learn, la classe Pipeline. Comme on l'a vu au début de la vidéo, lorsqu'on développe un modèle de machine learning, on utilise en premier lieu les données du train set pour développer un ou plusieurs transformers, ce qui nous permet de traiter ces données pour ensuite entraîner un estimateur. Une fois cette étape terminée, on utilise nos transformers tels qu'ils ont été développés pour traiter les données du test set, données que l'on peut ensuite fournir à notre estimateur pour qu'il effectue ses prédictions. Si on tente de reproduire ce schéma dans Python, par exemple sur le dataset des fleurs d'iris, on obtient le code suivant. On commence par diviser notre dataset
en deux parties, un train set et un test set. Puis on crée un transformer, par exemple standard scaler, qui nous sert à traiter nos données xtrain. Après quoi, on développe notre estimateur, par exemple un estimateur de la classe SGD classifier, que l'on va développer avec la méthode fit. Donc fit xtrain qui a été transformé et ytrain. Pour finir, si on désire utiliser notre modèle pour faire des prédictions sur le test set, nous allons commencer par transformer les données du test set à l'aide de notre scaler en utilisant la méthode transform, puis nous allons injecter ces données qui ont été transformées dans la méthode predict de notre modèle. Maintenant, il existe une façon beaucoup plus simple et efficace d'écrire ce code. L'astuce, c'est de regrouper notre transformer et notre estimateur dans une pipeline, une chaîne de transformation. On obtient ainsi un estimateur composite, c'est-à-dire un estimateur composé de plusieurs éléments. Cet estimateur dispose, comme tous les autres estimateurs, d'une méthode fit, d'une méthode predict et d'une méthode score. Lorsqu'on utilise la méthode fit, tous les composants de cet estimateur vont utiliser leur méthode fit. Ainsi, on développe nos transformers et notre estimateur d'un seul coup, sur une seule ligne de code. De la même manière, quand on utilise la méthode predict de cet estimateur composite, alors tous les transformers vont transformer les données et l'estimateur qui se trouve en bout de chaîne va effectuer une prédiction. Donc, dans notre cas, pour écrire ce code sous forme de pipeline, nous allons créer un modèle qui va être le résultat de la fonction makePipeline, dans lequel nous allons d'abord faire passer notre standard scaler, après quoi nous allons pouvoir ajouter notre SGD classifier. À présent, il suffit d'utiliser la méthode fit sur notre modèle, donc fit xtrain, ytrain, puis modèle.score ou bien modèle.predict pour commencer xtest, et on obtient exactement le même résultat. Le fait d'utiliser une pipeline pour regrouper nos transformers dans un seul objet présente plusieurs avantages. Premièrement, c'est plus simple à lire et c'est plus simple à utiliser. Deuxièmement, c'est plus sécurisé. Et troisièmement, avoir une pipeline, ça nous permet d'effectuer des opérations de cross-validation sur l'ensemble de notre chaîne de transformation. Et qui dit cross-validation dit forcément grid search CV. Et c'est là que les pipelines sont absolument géniales. Vous pouvez optimiser toute une chaîne de transformation avec grid search CV. Tout ce que vous avez à faire, c'est de définir votre pipeline, de définir le nombre de splits pour votre cross-validation et de définir un dictionnaire paramètres dans lequel vous allez identifier chaque paramètre de votre chaîne de transformation à optimiser. Donc démonstration, nous allons importer grid search CV et puis nous allons recréer un modèle avec la fonction makePipeline dans laquelle disons qu'on va faire passer polynomial features, puis nous allons faire passer une normalisation, donc standard scaler, et nous allons utiliser SGD classifier, que nous allons au passage initialiser avec un random state égal à 0. Une fois notre pipeline créée, nous allons pouvoir l'observer. Donc notre pipeline ressemble à ça. On a les différentes étapes. Donc, si on désire créer notre dictionnaire de paramètres, on va créer par exemple un paramètre qui va gérer le nombre de degrés que l'on a dans polynomial features. Donc on écrit polynomial features underscore degree. Et ensuite on va dire qu'on va chercher entre 2, 3 et 4 degrés, par exemple. Maintenant un deuxième paramètre, ça sera par exemple le paramètre pénalité de SGD classifier. Donc on va prendre SGD classifier, on va écrire 2 fois underscore, puis on va écrire pénalité. Donc, maintenant qu'on a défini notre dictionnaire, il ne reste plus qu'à créer notre grille de recherche Grid Search CV, dans lequel on va faire passer notre modèle, on va faire passer notre dictionnaire de paramètres, et nous allons faire passer un nombre de splits pour notre cross-validation. Par exemple, 4 splits. À ce stade, il ne reste plus qu'à utiliser notre grille de recherche. Donc on va faire grid.fit xtrain
YTrain. Si on entraîne tout ça, on espère qu'il n'y a pas de problème. Apparemment, il n'y a pas eu de problème, tout s'est bien passé. Et donc, il ne reste plus qu'à voir quels sont, par exemple, nos meilleurs paramètres. Et donc, nos meilleurs paramètres sont 4 degrés avec la penalty L1. Et donc, on obtient une performance de 97%. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Maintenant, vous vous demandez peut-être quelle serait la performance de notre modèle sans faire de pre-processing, sans faire de normalisation, sans faire tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Eh bien, voyons ça tout de suite. Si on reprend la base de la base, c'est-à-dire qu'on crée un modèle, SGD classifier, random state égale 0, histoire de partir avec les mêmes conditions initiales, et que ce modèle, on l'entraîne sur X train, Y train, puis qu'on l'évalue sur X test, Y test, donc nos données brutes, sans faire de pre-processing, on obtient alors un score de 84%. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais entre 84% et 97%, ça fait une différence de 13%. En data science, c'est énorme. Donc retenez bien ça. En machine learning, le plus important, c'est la qualité de vos données, ainsi que le nombre de données. Et le pre-processing, c'est la clé de la réussite. Croyez-moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le pre-processing avec scikit-learn. Je vais faire pas mal de vidéos bonus dans les prochains jours, une vidéo sur les pipelines, une vidéo sur les autres modules de pre-processing de scikit-learn comme le module Impute, Feature Selection, Feature Extraction, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas les louper. Pour vous exercer, je vous invite à recréer la pipeline que nous avons développée afin d'essayer de trouver quels seraient les transformers qui vous donnent les meilleurs résultats. Ça peut être Minimax ou bien Robust Scaler. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quelles sont les solutions qui vous donnent les meilleurs résultats, ça serait intéressant de partager ça avec la communauté. Et si vous avez la moindre difficulté, vous pouvez compter sur mon aide, il suffit de poser une question en commentaire ou bien de rejoindre notre communauté sur Discord, il y aura plein de gens pour vous aider. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker et merci de la partager avec un ami. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.